pourrait accomplir la tâche surhumaine qui l'attendait. C'est alors que Wingate lui porta le plus grand secours, en l'incitant à gagner la capitale envers et contre tous. Le calcul s'avéra juste. La ville était ouverte. Amédée d'Aoste avait replié ses troupes et les agents britanniques n'avaient pas eu le temps de dicter leurs conditions à une population accourue en masse pour se prosterner devant le roi des rois. Le destin de l'Empire s'était joué en quelques heures, mais il avait failli se faire voler sa victoire. Il retrouva son palais, tout était désert. Il avait gagné, mais d'où lui venait cette sensation de défaite et d'amertume? It is good that you are here to record this picture of me in my palace garden at Addis Ababa. En effet, les Éthiopiens lui reprochaient d'avoir interdit les représailles contre les Italiens, et les Anglais n'acceptaient son triomphe qu'à contre-cœur. La clémence et la fierté éclairent sans doute l'histoire, mais elles ne font pas le bonheur des rois. Il attendait avec impatience le retour de sa femme, comme un gage personnel de la renaissance de l'Empire. Son attachement pour Ménène n'avait fait que grandir, et l'impératrice, qui avait préféré apprendre le gaze, la langue sainte des Écritures, plutôt que le français ou l'anglais, lui apparaissait comme l'incarnation de ses vertus traditionnelles qu'il voulait désormais transmettre à ses fils. Car en effet, cette guerre sans chevalerie et sans pardon l'avait subtilement éloigné de l'Occident, et si la reddition d'Amédée d'Aoste lui avait paru digne de l'honneur militaire, il avait ressenti le sort misérable que lui réservèrent les Anglais comme une insulte à la noblesse d'un tel adversaire. En effet, le duc abandonné, prisonnier dans un camp infesté de fièvre du Kenya, mourut bientôt sans avoir revu cette Italie qu'il s'était si longtemps obstiné à vouloir, loyale et généreuse. Et au récit de ses funérailles au pied du Kilimandjaro, l'empereur avait pensé à ce qu'aurait pu être sa propre mort, dans la salle commune d'un hôpital de Londres, quand l'agonie solitaire se heurte à l'indifférence d'une terre étrangère et à l'éloignement sans recours des jours heureux et de ceux que l'on aime. Vice-roi contre empereur, sur le mauvais chemin des princes, on trouve parfois le fils rêvé du roi des rois. Il était temps aussi que les Anglais s'en aillent. Wingate, le Laurence d'Éthiopie, comme l'appelait affectueusement l'empereur, était parti depuis longtemps, à sa manière, vers la route de Birmanie et la mort dans une embuscade japonaise. Et sans lui, ses compagnons d'armes étaient devenus chaque jour plus arrogants. Mais enfin, Haïlé Sélassié savait les manœuvrer, et ses façons de procéder, insistantes et pleines d'égards, ne furent pas perdues pour tout le monde. Ainsi, Idriss Sénoussi se heurtait au même problème, trop embrassé par les Anglais qui lui avaient enfin permis de chasser les Italiens. Haïlé Sélassié le tenait pour un frère d'armes. Il lui prodigua ses conseils, et au fond du traité, Idriss trouva la couronne de Libye. À l'affût des premiers craquements des empires coloniaux, et se considérant avec raison comme un pionnier de la libération des peuples, l'évolution du monde ne l'inquiétait guère. Mais en même temps, quelque chose lui échappait, car il demeurait attaché à son exercice absolutiste du pouvoir et à cette sobre majesté des attitudes qui lui permettait de régner loin des passions partisanes. C'est ainsi qu'il joua serré pour s'emparer de l'Érythrée. Il avait comblé le vieux rêve de Ménélique, mais la nouvelle province, riche et plus moderne, ne cachait pas sa réticence. Ce n'était encore qu'un frôlement d'erreurs, vite étouffé par son fabuleux prestige international. Et pour l'Occident, confronté à une décolonisation confuse, il était l'émissaire idéal des forces nouvelles. Noble comme une révolution que l'on évite, loyal pour un nouvel accord que l'on espère, subtil et rassurant dans l'inévitable emballement du cours de l'histoire. En revanche, et bien qu'il n'en laissât rien deviner, sa confiance à l'égard de l'Europe était devenue singulièrement sélective. La
la reine Élisabeth occupait ainsi une place de choix dans la hiérarchie secrète de ses affections personnelles. Et de même qu'il se souvenait de tous les torts, ceux de l'empereur et ceux des autres, il n'avait jamais oublié la lettre de Brighton. Et il éprouvait une tendresse filiale pour la jeune reine dont l'intelligence était au diapason de la sienne. Et puis la politesse raffinée de la vie politique anglaise, qui imposait à des ministres aussi formidables que Churchill ou Anthony Eden de se tenir respectueusement en rang et en retrait d'une jeune femme sans pouvoir pour bien marquer l'humilité des hommes devant l'histoire, lui semblait délicieuse. En somme, depuis le discret message qui avait un jour éclairé son exil, c'était lui qui pensait le plus souvent à elle, au point de rêver à une monarchie semblable pour son empire, comme achèvement de toute son œuvre. Enfin pour plus tard, car en attendant, il lui restait beaucoup de choses à faire. L'Amérique l'intéressait d'une manière différente. Au palais d'Addis Abeba, on projetait souvent des films d'Hollywood. Son goût de la technique et sa galanterie lui faisaient apprécier les caméras et les belles vedettes. Mais le côté hot dog sur le pouce et clin d'œil salace d'Ernest Borgnine n'était pas tout à fait son genre. D'ailleurs, ses relations avec le Congrès étaient plutôt tièdes. Sa fraternité avec les Noirs était beaucoup trop sincère pour ne pas lui valoir des commentaires agacés. Et si les sénateurs démocrates le voyaient comme un despote, il les soupçonnait d'être raciste. Or, lorsqu'il se rendait aux Nations Unies, rien n'aurait pu le détourner d'une de ses visites à Harlem, où il était accueilli comme le personnage qu'il pensait être, avec l'émotion affectueuse et familière que des fils d'Afrique portent à un père enfin retrouvé. La cour, cependant, continuait à présenter le spectacle d'un immuable protocole mystérieusement importé de Suède. Ce cousinage surréaliste, avec l'héritage en ligne directe des empereurs de Byzance, maintenu par l'Église et les anciens négus féodaux, paraissait naturel au roi des rois. Il y voyait le symbole de son règne, commencé aux confins de l'Antiquité et du Haut Moyen-Âge, et parvenu quelque part entre Louis XIV et Bernadotte. La duchesse de Gloucester, ayant fait remarquer au cours d'un dîner de gala que c'était la période qui avait vu éclore la Révolution française, Haïlé Sélassié avait répliqué qu'il était à lui tout seul cette grande insurrection en marche. Mais en vérité, la modernisation marquait le pas. L'Éthiopie, princesse endormie depuis 2000 ans, avait le plus grand mal à s'éveiller. L'empereur redoutait le choc brutal qui pourrait entraîner l'affolement puis le coma définitif. Ainsi, les sages et mélodieux plaisirs de la cour lui permettaient de retrouver cette pose des valses lentes qu'il confondait avec la stabilité de l'Empire, tandis que le calme enchaînement de ses fastes de bon ton rassurait sa conscience d'être au-dessus du désordre des hommes et des dérapages de l'histoire. Cette élévation et cette patience étaient intimement liées à sa fierté d'être africain, avec laquelle il ne transigea jamais. Et bien que certains d'entre eux eussent tisonné leur violence au feu du marxisme, les chefs d'État de l'Afrique nouvelle ne pouvaient manquer d'être impressionnés par ce frère qui détenait les clés de leur mémoire. Et tous reconnaissaient en lui le fondateur de l'Organisation de l'Unité africaine, dont Addis Abeba devint le siège dans un palais dont il avait approuvé le dessin futuriste. Évidemment, les lions des enceintes impériales compliquaient un peu l'expression de ce respect pour des leaders qui avaient certes les pieds et le boubou sur la terre africaine, mais la tête à Moscou ou à Prague. L'empereur tenait à ses félins. Il jugeait aussi ses interlocuteurs sur leur aptitude à les croiser sans s'émouvoir. Ainsi, Nkrumah s'était élégamment tiré de ce genre de chatterie. Avec Jomo Kenyatta, on avait annulé l'épreuve, car il était un lion lui-même. Au contact de ses frères révolutionnaires,
révolutionnaire, il éprouvait aussi parfois la lassitude d'un si long règne, le désir de se retirer dans un monastère pour qu'avec d'autres